Nouvelle édition du Morning News. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. 12e anniversaire de la révolution tunisienne. Des milliers de manifestants contre l'actuel pouvoir sont descendus dans la rue ce samedi 14 janvier pour réclamer plus de justice sociale. 14 janvier, journée de la souveraineté retrouvée au Mali. Plusieurs cérémonies ont eu lieu en souvenir de la forte mobilisation du 14 janvier 2022 lorsque les manifestants se sont rassemblés pour dénoncer les sanctions économiques imposées par la CEDEAO. Puis du sport avec l'Algérie qui s'est imposée face à la Libye à l'occasion du match d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations de football. Des milliers de Tunisiens dans la rue ce samedi à l'occasion du 12e anniversaire de la Révolution y ont marqué le 14 janvier 2011 la chute du président Zine El Abidine Ben Ali. À l'occasion de cet anniversaire et en pleine crise économique et politique, les protestataires ont une nouvelle fois dénoncé le pouvoir actuel. Des appels à la démission ont été adressés au président de la République, Kais Saied. C'est un sujet de la rédaction. L'avenue Habib Bourguiba, traditionnel point de ralliement au cœur de la capitale tunisienne. C'est ici que ces milliers de manifestants se sont rassemblés à l'occasion du 12e anniversaire de la Révolution qui a entraîné la chute de l'ex-président Zine El Abidine Ben Ali. Une manifestation avec les mêmes exigences qu'avant la Révolution. L'instauration d'une véritable démocratie. Pour cette nouvelle mobilisation du 14 janvier qui comporte un important dispositif sécuritaire, un seul mot d'ordre, le départ du président Kais Saied, accusé par l'opposition et par une partie de la société civile d'avoir instauré une autocratie. Kais Saied aura le même sort que Ben Ali qui a affamé le peuple tunisien. La démocratie et le peuple sont le seul moyen de faire tomber le nouveau despotisme. Cet anniversaire intervient près d'un mois après le désaveu populaire enregistré par le président de la République lors des élections législatives, marqué par une abstention record de plus de 90%. Et si la date du 14 janvier divise, car pour certains la révolution de 2010-2011 doit être commémorée le 17 décembre, tous s'accordent sur un point. Il est capital d'écouter les revendications sociales du peuple tunisien. Il n'y a pas eu de réelle volonté politique pour garantir la justice sociale. Il y a une accumulation de crises depuis 2 ans restées sans solution. Les mouvements sociaux luttent sur le terrain et présentent des propositions, mais elles ne sont pas prises en compte. L'opposition dénonce l'actuel pouvoir accusé de s'être octroyé les pleins pouvoirs, mais aussi d'être responsable de la crise économique, qui est plus que jamais la préoccupation principale d'une population inquiète de la dégradation persistante de ses conditions de vie. Les Maliens ont célébré ce samedi 14 janvier la première édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, jour déclaré chômé et payé sur décision des militaires au pouvoir. Cette journée a été instituée en souvenir de la grande mobilisation du 14 janvier 2022 contre les sanctions imposées au Mali par la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette journée a été marquée par plusieurs célébrations, notamment dans les écoles, avec des ateliers portant sur les thèmes du patriotisme et de la souveraineté notamment. Je vous propose d'écouter Harouna Mamadou Touré, ministre malien de la Communication. Je suis à Gao pour célébrer le 14 janvier, ce jour qui a été considéré, vous l'avez remarqué, comme un jour d'une nouvelle indépendance, d'une renaissance du Mali. Ce 14 janvier, vous en connaissez l'histoire. Le peuple malien, dans toutes les régions, dans toutes les localités, s'est levé comme un seul homme et a dit non au dictat de la CEDEAO, de l'UEMOA et de ses alliés et autres amis de l'extérieur, pour démontrer que le peuple malien reste encore debout et face à son destin. Que tout ce que nous sommes appelés à entreprendre en tant que responsables de cet État se fera dans l'intérêt exclusif et bien compris des intérêts de notre peuple, des intérêts de notre peuple malien. Nous saurons toujours faire la différence entre l'intérêt collectif et l'intérêt particulier. Le président de la transition nous a enseigné cette vertu
de défendre en toutes circonstances, en tout lieu, à tout moment, dans nos cabinets, dans les directions et services qui servent l'État, l'intérêt exclusif de l'État du Mali et du peuple malien. Après la décision de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan de lever l'interdiction des meetings qui frappaient l'opposition depuis 2016, l'opposant Tundu Lissu annonce son retour d'exil. Ce retour devrait se faire fin janvier, plus exactement le 25, pour, dit-il, écrire un nouveau chapitre. Tundu Lissu, figure historique de la vie politique tanzanienne, avait quitté le pays après une tentative d'assassinat en 2017 dont il a été victime. Depuis cette date, il vit en Belgique et Chadema, principal parti d'opposition en Tanzanie, dont il est le vice-président, indique reprendre ses mobilisations le 21 janvier prochain. Au Burkina Faso, les membres du gouvernement ont pris la décision de céder une partie de leur salaire, une initiative afin de participer à l'effort de guerre dans ce pays en proie au terrorisme. Les sommes récoltées seront versées au Fonds de soutien patriotique. Cette contribution sera de 5% sur les salaires. Elle a été annoncée après la décision du gouvernement d'abandonner le prélèvement sur le salaire de chaque travailleur. Les précisions de Nathalie Mo. Les membres du gouvernement cèdent à l'unanimité 5% de leur salaire pour contribuer à l'effort de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Prompte réponse de l'exécutif burkinabé à la création d'un fonds de soutien patriotique de 100 milliards de francs CFA. Cet investissement, adopté en Conseil de ministres le 12 janvier 2023, va permettre de soutenir et d'accompagner l'action des volontaires pour la défense de la patrie engagés dans la lutte antiterroriste dans le pays. Les membres du gouvernement, de façon unanime, ont décidé chacun de céder 5% de son salaire mensuel comme contribution à ce fonds de soutien donc aux volontaires pour la défense de la patrie. Pour cela, le gouvernement invite tous les citoyens véritablement à adhérer à cette initiative afin que nous puissions par nous-mêmes être les acteurs de la libération de notre pays. Le texte de création du Fonds de soutien patriotique contre le terrorisme au Burkina Faso a subi un amendement. Initialement, il prévoyait un prélèvement de 1% sur le salaire de chaque travailleur burkinabé, suscitant une vive réprobation des centrales syndicales nationales. La contribution à l'effort de lutte antiterroriste désormais volontaire sera également soutenue par des quotas perçus sur les taxes sur l'alcool et le tabac, sur la consommation des télécommunications et sur les jeux de hasard. Nous avons voulu qu'il soit volontaire dans la mesure où on n'a pas pu dégager un consensus parmi les partenaires sociaux pour la contribution et donc de façon concrète ce qui sera fait, nous allons disponibiliser des fiches en ligne comme de façon physique pour que les fonctionnaires qui veulent apporter leur contribution puissent le faire en fonction des taux qu'ils vont eux-mêmes proposer. Des experts estiment à 120 en moyenne le nombre d'attaques terroristes par mois au Burkina Faso. L'insécurité a contraint plus de 1,8 million de personnes à fuir leur foyer. Dans le pays où 40% du territoire échappe au contrôle de l'État selon des chiffres officiels, 50 000 combattants volontaires pour la défense de la patrie ont été recrutés pour soutenir l'armée dans le rétablissement et le renforcement de la sécurité. Près de 250 comptes bancaires gelés en Somalie, tous appartiendraient à des membres du groupe terroriste Al-Shabaab. L'annonce de ce gel a été faite par le gouvernement. Le gouvernement prend au sérieux les mesures économiques décidées contre les terroristes car il a réussi en quelques mois à fermer environ 250 comptes bancaires. Se félicite Elmi Mahmoud Nour, le vice-ministre de l'Information, à l'heure où le nombre d'attaques menées par Al-Shabaab affilié à Al-Qaïda ne cesse d'augmenter, groupe qui, dans sa lutte cinglante, souhaite toujours renverser le gouvernement central de Mogadiscio. En Afrique de l'Est, un peu plus de 10 ans après la famine de 2011 qui a coûté la vie à 250 000 personnes dans la région, la Corne de l'Afrique est de nouveau au bord de la catastrophe humanitaire en raison de la sécheresse. Les ONG multiplient les cris d'alarme sur la situation humanitaire et les risques de famine, notamment en Éthiopie, où près de 4 millions d'enfants souffrent de malnutrition sévère. La situation est terrible, d'où l'urgence d'une plus grande mobilisation. Écoutez Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU.
Depuis la mi-novembre, de la nourriture a été distribuée à plus de 3 millions de personnes. Cependant, certaines zones restent difficiles d'accès, notamment certaines zones frontalières dans le nord et des zones éloignées des routes principales. Les besoins humanitaires restent extrêmement élevés dans les parties d'Afar et d'Amara, qui ont été touchés par le conflit. La distribution de vivres et d'autres formes d'assistance se poursuit, même si des lacunes subsistent, y compris dans les zones où les personnes rentrent chez elles. Pendant ce temps, dans l'est et le sud de l'Éthiopie, les communautés continuent de souffrir de la sécheresse dévastatrice qui frappe la Corne de l'Afrique et dont nous avons parlé. Le CHAN se poursuit en Algérie. L'Algérie a réussi son entrée dans la compétition en remportant le match d'ouverture du 7e championnat d'Afrique des Nations de football. Après un match très disputé, les Fennecs ont décroché la victoire sur les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye. Score 1-0 et comme vous allez le voir, tout s'est joué après la mi-temps. On fait le point avec Séverin Douqueux. L'Algérie débute bien sa compétition avec sa victoire sur la Libye, 1-0. Pour ce match d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations, les hommes de Wadjid Bouguera ont fait l'essentiel pour ne pas compromettre leur chance de passer au second tour. Après une première période timide et pauvre en occasion, l'Algérie a fait la différence au retour des vestiaires grâce à un pénalty d'Ahmed Mahiou à la 55e qui a profité d'une mauvaise passe de la défense libyenne pour créer une faute dans la surface de réparation. Rencontre très difficile pour les deux équipes et surtout l'Algérie qui est considérée comme l'un des favoris du tournoi qui devrait absolument s'imposer dès son premier match pour confirmer ce statut-là. Nul n'a été cette erreur défensive libyenne qui permet à Ahmed Mahiou d'inscrire l'unique but de la rencontre sur penalty. Un match nul n'aurait choqué personne vu les prestations offertes par les deux équipes lors de ce premier match. Les Fennecs se sont fait des frayeurs face aux Chevaliers de la Méditerranée de Libye qui leur ont tenu tête malgré la poussée des supporters algériens majoritairement présents au stade Nelson Mandela de Biraki. À un quart d'heure de la fin du match, sur une reprise de Al-Amani qui flirte avec le poteau, les Libyens manquent de peu l'égalisation. Pour ce premier match face au pays hôte, face à la pression du public, il fallait qu'on montre plus, mais on n'a pas réussi à le faire. Il reste 2 matchs et la qualification est toujours en jeu. On a bien défendu, mais en attaque, on n'était pas tranchant. On était très maladroit techniquement. Dans un stade où il y a 40 000 personnes, ce n'est pas évident pour des joueurs qui n'ont pas l'habitude. Cette victoire est une fierté pour l'Algérie qui renoue avec le bonheur des victoires au football après une douloureuse période marquée notamment par l'élimination au premier tour de la CAN et une non-participation au Mondial 2022. L'Algérie n'avait pas organisé d'événements footballistiques d'envergure depuis 33 ans. Autre rencontre de ce championnat d'Afrique des Nations de football, celle de ce samedi Éthiopie-Mozambique. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul dans cette rencontre du groupe A. 0 partout au stade Nelson Mandela et au programme ce dimanche Maroc-Soudan dans le groupe C à 17h heure locale et l'autre match Madagascar-Ghana toujours dans le groupe C. La rencontre débutera à 20h heure locale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.